Quand on veut porter un message dans tout le Bénin, je pense qu'on est bien placé quand on se retrouve dans ces locaux-là pour passer le message. Le message, la mission que nous avons investi les députés, c'est d'être des ambassadeurs de la promotion, de la consommation de nos produits. Que le message, que pendant leur dialogue avec leur mandant, pendant leur causerie avec leur mandant au contact de la population, qu'ils puissent donc pouvoir passer cette fibre patriotique à travers donc la consommation de nos produits locaux. Qui passent cette fibre patriotique, qui comprennent que la production locale a également besoin de matières premières. Et que toutes les dispositions qui sont en vigueur, tous les dispositifs que nous mettons en place pour accompagner les PME à travers donc là des PME, pour l'artisanat, pour accompagner donc tous ces promoteurs à éclore leurs initiatives et à augmenter la création de richesses, qu'on a besoin également de nos populations. Donc la mission dont ils sont investis aujourd'hui, c'est de passer ce message-là. Et donc c'est fort de cette préoccupation-là que les députés à l'Assemblée ont régulièrement demandé à être associés, à être impliqués. Et donc c'est ce rôle, c'est ce cahier des charges, cette mission, pardon, plutôt que nous venons leur confier à travers cette audience-là. Très satisfait de l'engagement du président de l'Assemblée nationale à promouvoir la consommation des produits locaux. Il le fait déjà. C'est aujourd'hui donc d'impacter également l'hémicycle et tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, donc d'être les ambassadeurs donc, de la consommation de nos produits locaux. Bon, déjà vous pouvez imaginer pour quelqu'un comme moi, au regard des responsabilités qui sont les miennes depuis bientôt 8 ans, aux côtés du chef de l'État et du gouvernement, vous pouvez imaginer combien c'est un crève-cœur que de parler d'un tel sujet au regard de la gravité des faits allégués et en plus en y associant les noms des personnalités que vous avez évoquées, M. Bokor et M. Omeki. Le premier, c'est notre fofo, c'est le grand frère. Le deuxième, c'est un ami. C'est un ami. Donc, vous comprenez que ce soit vraiment un crève-cœur de devoir en parler dans ces circonstances-ci. Après, comme j'ai pu le dire, la justice est saisie d'un dossier. Laissons-la faire son travail. Elle nous situera sur les tenants et aboutissants de l'affaire. Et le moment venu, je crois que toute l'opinion en sera située. Le gouvernement a eu l'information, comme vous, par les alertes qui ont été données sur les réseaux. Et puis, le gouvernement s'est retrouvé en Conseil des ministres mercredi. À la fin, chacun a pu s'interroger, se demander « Ah, mais ce qui se passe ?» jusqu'à ce que, dans l'après-midi, nous ayons la déclaration du procureur spécial qui nous a situé sur le contenu de ce qui est reproché à ces deux personnalités. Et nous espérons que la justice fera son travail pour dire le droit, dire ce qu'il en est, et qu'à la fin, nous soyons tous situés. D'abord, le nombre de personnes. Il y a eu 5 personnes qui sont poursuivies. Et il faut retenir que de façon schématique, 3 ont fait l'objet de mandat de dépôt et les 2 autres sont poursuivis sous contrôle judiciaire. Techniquement, ça signifie qu'ils bénéficient d'une poursuite sans mandat, mais avec une liberté relativement restreinte. Et donc, ils vont retourner chez eux après avoir accompli certaines formalités. Les mots en droit, ils ont un sens précis. Vous niez ce que vous aviez fait. Il n'y a pas eu de négation, mais il y a eu la non-reconnaissance. Je tiens à préciser qu'il ne s'est pas agi aujourd'hui, ce soir, de la pertinence ou non des infractions retenues contre les mises en cause. Il s'est agi exclusivement de trancher la question de savoir est-ce qu'il faut les poursuivre sans ou avec mandat.
Et donc, la Chambre des libertés de la détention ne tranche pas le fond du litige. Cependant, évidemment, pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, pour pouvoir apprécier d'abord s'il faut poursuivre, et en plus, s'il faut poursuivre avec mandat, il faut qu'il y ait une certaine charge. Et donc, relativement à cela, ce que je peux vous dire à l'étape actuelle de la procédure, c'est qu'il est révélé à travers les constances du dossier que concernant M. Olivier Bokor, il n'existe aucun fait matériel. Vous savez, la justice pénale ne se fonde pas sur des déductions, des présomptions, des suppositions, non. La justice pénale se fonde sur des faits concrets. Et parlant de faits concrets, il n'existe pas. Et le colonel qui est présenté comme le chef d'orchestre, ou qui peut être présenté comme le chef d'orchestre, a reconnu lui-même qu'il n'a eu aucune discussion avec M. Olivier Bokor relativement à ce qu'il a appelé une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, ou tentative de coup d'État, tout ce que vous voulez. Donc, matériellement, ça n'existe pas. Bon, je peux vous citer les infractions que le parquet spécial a retenues. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a complot, il y a blanchiment de capitaux et enfin corruption d'argent public. Voilà. Les éléments du dossier ne lient en aucun point M. Olivier Bokor. Ça n'existe pas. Je ne peux pas vous étaler ici les détails. Mais retenez qu'il est constant au dossier qu'il n'y a pas de lien. Mais il n'est pas tout à fait surprenant que les juges aient décidé de poursuivre avec mandat. Ce que la presse doit retenir, c'est que nous ne sommes pas au fond. Parce qu'il y a des interprétations qui, au surplus, sont de nature à violer la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas au fond. La seule question qui a été tranchée aujourd'hui, c'est que pour les poursuivre, est-ce qu'il faut les laisser en liberté ou les mettre à la disposition de la Cour au moyen d'un mandat? Et c'est ce qui a été fait. Comme je vous l'ai dit, la question qui était posée aux juges aujourd'hui n'est pas de savoir s'ils ont commis ou pas. C'est au regard des circonstances de la cause, est-ce qu'il faille les laisser en liberté, contrôler leur liberté? Nous avons souhaité que face à la vacuité du dossier, ces gens-là, même si les faits sont dits graves ou pas, au regard de la trame même du dossier qui est déjà là, vous voyez, on peut les mettre sous contrôle judiciaire, mais on n'a pas été suivi. Mais une fois encore, nous ne sommes qu'au petit matin de ce processus judiciaire. Est-ce qu'il y a des chances de s'en sortir? Évidemment, monsieur. Je viens de vous dire, il n'y a pas de charge. Quand on ne trouve pas maintenant, on ne trouvera pas. On ne fabrique pas les preuves en droit pénal. Le Burkina Faso apprécie à leur juste valeur les actions que le système des Nations Unies et ses partenaires, sous votre coordination, continuent de mener sur le terrain en soutien aux efforts du gouvernement. C'est d'ailleurs à ce titre que mon pays se réjouit du choix du thème combien évocateur et interpellateur de cette 79e Assemblée générale. Ne laissez personne de côté, agir ensemble pour faire progresser la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Face aux impératifs sécuritaires du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé en toute souveraineté le 16 septembre 2023, à travers la charte du Liptako Gourma, de la création de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit d'une alliance militaire de défense collective et d'assistance mutuelle pour lutter contre le terrorisme et la criminalité en bande organisée sur leur territoire. Pour apporter également des réponses idoines aux défis complexes de développement, les pays de l'AES ont décidé d'étendre le champ de leur coopération aux autres domaines prioritaires de leur espace. Et c'est dans cet esprit que s'est tenu le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger, le premier sommet des chefs d'État de l'AES. L'adhésion populaire et l'enthousiasme suscités par l'avènement de la Confédération AES trouvent en partie leur explication dans la défaillance et l'incapacité d'institutions et de mécanismes sous-régionaux à répondre aux préoccupations sécuritaires et légitimes de nos populations. Cette action salvatrice et salutaire vise prioritairement à protéger les populations du Sahel déjà éprouvées par la crise sécuritaire et humanitaire et contre lesquelles des mesures assassines
délibérées ont été prises pour exacerber davantage leurs souffrances. Monsieur le Président, alors que cette présente session nous appelle à ne laisser personne de côté, l'actualité internationale reste encore, hélas, marquée par des tensions de plus en plus vives qui menacent sérieusement la paix et la sécurité sous le regard impuissant de l'ONU. Le Burkina Faso appelle à toujours privilégier la voie de la diplomatie pour résoudre pacifiquement ces différends. Nous demeurons convaincus qu'en faisant prévaloir l'esprit de la Charte des Nations Unies, nous parviendrons à éteindre les foyers de tension, quelle que soit leur ampleur et où qu'ils se produisent, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique. Dans cet esprit, dans l'esprit de la Charte des Nations Unies, le Burkina Faso réitère son soutien au processus politique en cours au Sahara occidental, mené sous les auspices du secrétaire général des Nations Unies, en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable et négociée telle que recommandée par les résolutions pertinentes du Conseil des Nations Unies. Burkina Faso demeure convaincu que cette nouvelle communauté sous-régionale d'intégration, qui n'est dirigée contre aucun pays et aucun peuple, peut contribuer, en collaboration avec des partenaires sincères, dans une démarche dépouillée de toute hypocrisie, à la lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Sahel. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse la Confédération AES, Dieu bénisse l'Afrique, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les Nigérians manifestent contre les difficultés économiques. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest, le président Bola Tinubu a appelé à la patience pour voir le fruit de ses réformes structurelles, mais ce message a du mal à passer auprès d'un peuple qui l'a fait savoir mardi dans les rues de Lagos. Nous ne sommes pas venus ici aujourd'hui pour protester symboliquement. Ce n'est qu'une des séries de révoltes dans ce pays qui conduiront à la chute de ce régime de misère qui a vu le jour avant même 2023. Nous avons promis que de notre vivant, nous ne tolérerons pas l'esclavage. Je me sens bien ici parce que la vérité, c'est qu'il n'y a rien qui mérite d'être célébré au Nigeria. Et c'est notre façon à nous de célébrer le Nigeria. Les réformes du pouvoir visent à redresser l'économie du géant ouest-africain, mais l'inflation et son corollaire de difficultés révoltent les citoyens. La manifestation du 1er octobre est importante car c'est l'occasion pour les gens de montrer leur mécontentement et leur tristesse face à la condition de masse qui leur a été imposée par le gouvernement. Alors que les politiciens veulent profiter de cette occasion pour célébrer ce qui n'est pas, le peuple dit que nous n'avons rien à célébrer. Le niveau de pauvreté a augmenté même un an après l'arrivée au pouvoir de Bola Tinubu. C'est la deuxième manifestation en 2 mois au Nigeria. Au moins 20 personnes ont été tuées et des centaines d'autres arrêtées lors de la dernière en août. Alors que le Nigeria célèbre le 64e anniversaire de son indépendance, l'heure n'est pas à la fête pour la population. Entre catastrophes climatiques, crise économique ou encore difficultés sociales, les habitants crient leur ras-le-bol. Cible de vives critiques, le président nigérian s'est adressé à la population dans une allocution télévisée. Je suis bien conscient des difficultés que beaucoup d'entre vous rencontrent en ces temps de crise. Notre gouvernement sait que beaucoup d'entre vous sont confrontés à la hausse des coûts et à la recherche d'emplois convenables. Je tiens à vous assurer que vos voix sont entendues. En tant que président, je vous assure que nous sommes déterminés à trouver des solutions durables pour alléger les souffrances de nos concitoyens. Dans ce discours à la nation, le président Tinubu a insisté sur la place réservée aux jeunes. Dans un pays où la jeunesse représente 70% de la population, le chef de l'État dit vouloir répondre à leurs besoins. Nous sommes aussi soucieux des besoins des générations futures. Nous voulons encourager leur énergie créatrice pour un avenir meilleur. C'est pourquoi je vous annonce la tenue prochaine d'une conférence nationale de la jeunesse.
Cette conférence servira de plateforme pour aborder les divers défis et opportunités auxquels sont confrontés nos jeunes. Un discours qui peine pourtant à convaincre du côté de la population. Le discours présidentiel n'était pas très convaincant et les gens ne vont pas s'en contenter. Je pensais que le président allait annoncer beaucoup de mesures, comme par exemple comment le prix du carburant pourrait être réduit afin d'améliorer la vie de la population. En août dernier, des manifestations avaient été organisées au Nigeria pour dénoncer l'inaction du gouvernement. La répression des forces de sécurité avait fait 22 morts. Il y a quelques jours, des Nigérians sont à nouveau descendus dans les rues pour protester contre les difficultés économiques. C'est un incident survenu lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Colombie le 11 septembre dernier qui vaut à Samuel Eto'o d'être sanctionné par la Fédération internationale de football. Le président de la Fédération camerounaise de football a été jugé coupable de comportements offensifs, de violation des principes du fair play et de mauvaise conduite des officiels selon la FIFA. L'ex-buteur du FC Barcelone a écopé de 6 mois d'interdiction d'assister à quelques matchs que ce soit de l'équipe nationale du Cameroun. La FIFA n'a pas précisé les détails de ce qui s'est passé lors de cette 8e de finale que le Brésil a remporté 3-1 contre le Cameroun après prolongation. Mais Eto'o et la délégation camerounaise auraient moyennement apprécié la décision arbitrale d'octroyer un pénalty qui avait permis au Brésil d'égaliser lors de cette rencontre. Eto'o n'assistera donc pas à des matchs essentiels du Cameroun en qualification pour le Mondial 2026 et la CAN 2025. En 2023, plus de 25 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, soit plus de 2 victimes par heure. Au cours des 3 années précédentes, les équipes de Médecins sans frontières ont en moyenne pris en charge 10 000 victimes par an dans le pays. L'année 2023 marque donc une hausse importante des cas. Une situation alarmante qui pourrait empirer cette année. Entre janvier et mai 2024, plus de 17 000 cas d'agressions sexuelles ont été recensés dans la seule province du Nord Kivu, dans l'est du pays. L'ONG tire la sonnette d'alarme et appelle à des actions concrètes pour la protection des populations dans cette région du pays où des rebelles sévissent depuis plusieurs années. Plus de 120 groupes armés, dont le M23, y sont actifs au grand désarroi de la population. Ils se disputent le pouvoir, les terres et les précieuses ressources minérales. Les violences causées ont entraîné le déplacement de près de 6 millions de personnes dans l'est du pays. Une rencontre qui a lieu dans un contexte particulier, marqué par la montée des tensions dans le Moyen-Orient. À Washington, le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est entretenu avec son homologue marocain Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Des échanges axés sur leur partenariat stratégique et aussi sur la question de la stabilité dans la région. Dans un point presse, le secrétaire d'État américain a souligné l'importance du Maroc en tant que partenaire clé des États-Unis dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et également en Afrique du Nord. Anthony Blinken a rappelé que les deux pays travaillent ensemble sur une série de questions cruciales telles que la sécurité régionale et la montée récente des tensions au Moyen-Orient. Des propos soutenus par son homologue, Nasser Bourita a aussi évoqué les collaborations à succès entre les deux nations, avec notamment l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc, signé il y a 20 ans. Pour son discours inaugural devant le Parlement, le Premier ministre français a promis mardi d'augmenter les impôts afin d'enrayer la spirale d'endettement. Mais également, Michel Barnier a donné le ton de sa politique de lutte contre les discriminations et contre la migration clandestine. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Nous devons, dans cet esprit, être impitoyables avec des passeurs, des trafiquants qui exploitent la misère et le désespoir au prix de la vie de milliers de migrants en Méditerranée ou dans la Manche.
Michel Barnier a proposé de faciliter la rétention des étrangers en situation irrégulière dans l'attente de la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Au moins 6 000 personnes sont exposées à la famine en Haïti, selon le Programme alimentaire mondial, le PAM, dans son nouveau rapport publié lundi. La moitié de la population de ce pays subit une crise imposée par la violence des gangs qui étouffe la vie de la capitale Port-au-Prince et au-delà. Ils sont ici dans des conditions de vie très difficiles et l'endroit est très exigu. Ils ont perdu leur capacité de gagner de l'argent. Nous voyons donc de très nombreuses personnes qui vivent dans des sites pour personnes déplacées dans la capitale et qui sont dans une situation considérée comme la plus grave en termes d'insécurité alimentaire. C'est le niveau 5, le niveau catastrophique d'insécurité alimentaire. Le coût du panier alimentaire a augmenté de plus de 11% au cours de l'année écoulée. L'inflation a atteint 30% en juillet. Les quelques abris de la ville sont surpeuplés de familles qui ont dû fuir leur domicile. 6 000 déplacés dans les abris qui dépendent entièrement du PAM et d'autres ONG. En Haïti, l'insécurité alimentaire fait des ravages. De nombreuses explosions et une fumée visible à des kilomètres. Beyrouth, la capitale libanaise, a été frappée par des missiles de l'armée israélienne. Ces frappes sur la capitale libanaise interviennent au lendemain de l'attaque iranienne sur Israël. Mardi, ce sont plus de 180 missiles qui ont été lancés sur Jérusalem, confirmant la montée des tensions dans la région. S'exprimant sur la situation, le Premier ministre israélien a déclaré que l'Iran avait commis une grave erreur, promettant une riposte imminente. À Téhéran, la capitale iranienne, la population s'est réjouie de cette attaque sur Israël. Plusieurs d'entre eux brandissaient le portrait d'Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, assassiné quelques jours auparavant. Les forces armées iraniennes sont prêtes, tant sur le plan défensif qu'offensif, à répéter cette opération avec une intensité renforcée. Si le régime sioniste, qui est incontrôlable en ce moment, n'est pas maîtrisé par l'Amérique et l'Europe et a l'intention de poursuivre de tels crimes ou de faire quoi que ce soit contre notre souveraineté ou notre intégrité territoriale, l'opération sera répétée avec plus d'intensité et nous frapperons toutes ces infrastructures. Ces dernières semaines, Israël a multiplié les attaques contre les dirigeants du Hezbollah, une escalade des violences qui a conduit à l'annonce d'une incursion terrestre dans le sud du Liban. Des sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti mardi dans le centre d'Israël après des tirs de projectiles en provenance du Liban. Ces attaques ont eu lieu alors que l'armée israélienne menait des raids terrestres dans 3 localités frontalières. Ces raids terrestres localisés viseront des sites du Hezbollah qui menacent les villes, les kibbutzim et les communautés israéliennes le long de notre frontière. Depuis des décennies, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies demandent au Liban de garantir que son territoire soit exempt de groupes armés non gouvernementaux. La résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée en 2006 avec l'accord d'Israël et du Liban stipule qu'il ne doit y avoir aucun personnel armé ni armes en dehors de celle du gouvernement libanais et de la Finoul dans le sud du Liban. Les troupes israéliennes sont entrées tôt ce mardi dans le sud du Liban, marquant ainsi une escalade significative de l'offensive contre le Hezbollah et ouvrant un nouveau front dans une guerre qui dure depuis 1 an. La dernière fois qu'Israël et le Hezbollah se sont affrontés au sol, c'était lors d'une guerre d'1 mois, en 2006.